Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue en direct sur le plateau de La Voix est libre en Bourgogne. Aujourd'hui, nous allons ausculter l'organisation des soins dans la région. Les déserts médicaux ont-ils reculé grâce au pacte territoire santé et grâce aux initiatives des collectivités locales et des professionnels de santé eux-mêmes? Eh bien, nous en discutons jusqu'à midi 20 avec nos invités. Rémi Chatron, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Conseil général de Saône-et-Loire. Vous avez notamment initié il y a un an l'opération installeunmédecin.com. On va en parler. Christophe Lannelongue, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'ARS, l'agence régionale de santé. C'est l'ARS qui donc organise l'offre de soins sur le territoire. Guy Dousseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Château-Chinon. Vous êtes confronté en ce moment à quelques difficultés en ce qui concerne les questions médicales avec votre hôpital, un dentiste, disons, douteux, et puis départ annoncé de 2 médecins libéraux. Enfin, Michel Serin, bonjour. Vous êtes médecin et vous avez créé en 2005 la première maison de santé en France. C'est à Saint-Amand-en-Puisay, dans la Nièvre. Vous êtes un farouche partisan de ces regroupements. Vous présidez la Fédération des maisons et des pôles de santé de la région. Vous êtes aussi le vice-président de la Fédération nationale. À la maison, je vous rappelle que vous pouvez poser vous-même vos questions à nos invités via Twitter, #LVEL Bourgogne ou @F3 Bourgogne, ou bien sur notre site internet bourgogne.france3.fr. Alors on va commencer par le constat, si vous voulez bien, peut-être vous, Monsieur Lannelongue. En Bourgogne, le nombre de généralistes reste inférieur de 9% à la moyenne nationale, c'est bien ça? C'est toujours le cas? C'est une situation traditionnelle, mais la Bourgogne est effectivement une région plutôt moins favorisée que d'autres. Mais très franchement, c'est pas ça qui est l'élément, à mon avis, majeur du constat. L'élément majeur du constat, c'est le vieillissement de beaucoup de médecins. Et donc, une échéance qui se rapproche et qui doit nous conduire à recruter des médecins pour faire face aux départs qui sont simplement liés à l'âge de ces médecins. Oui, parce qu'il y a un médecin sur 3, j'ai vu notamment, qui a plus de 60 ans en Saône-et-Loire. C'est une situation qui vous inquiète, vous, en tant qu'élu, en tant que responsable du département? C'est la raison pour laquelle, effectivement, nous avons souhaité venir en complément du pacte territoire santé qui a été mis en place par l'État, par le gouvernement. Et donc, on a souhaité travailler avec l'agence régionale de santé, avec l'ordre des médecins, pour mettre en place un dispositif qui permet d'attirer de nouveaux médecins, puisque, comme vous l'avez dit, près d'un tiers d'entre eux ont plus de 60 ans. Ils prennent leur retraite autour de 65 ans en tant que libéraux. Et donc, il faut prévoir effectivement leur remplacement. On va détailler tout ça. Est-ce que ça se ressent directement sur les professionnels de santé qui sont en place? On parle d'horaire, d'amplitude horaire pour le travail des médecins qui sont actuellement en activité. Est-ce qu'il en manque à ce point-là? Oui, tout à fait. Ça se ressent au quotidien. On parle même d'effet domino, c'est-à-dire que quand il y a un médecin qui s'en va à la retraite ou pour raison de santé aussi, il y a une surcharge de travail pour les médecins aux alentours et un certain nombre qui s'en vont parce qu'ils ne supportent plus cette surcharge de travail. Bon, l'horaire moyen d'un médecin généraliste, c'est plus de 57 heures par semaine. Donc c'est plus les tâches administratives, etc. Donc le quotidien est bien rempli. Et ça se vérifie notamment à Château-Chinon. Il y a une question notamment d'un internaute dont le pseudo est Jojo4347 qui nous demande la situation à Château-Chinon. Comment allez-vous faire avec ce départ des 2 médecins annoncés pour janvier 2015? Bien, nous allons nous lancer à la recherche de médecins par l'intermédiaire d'annonces, en ultime recours peut-être par des chasseurs de tête, et nous comptons sur l'ARS pour nous aider dans cette recherche. Parce que vous avez un autre problème, vous, c'est aussi l'hôpital. Alors, pour ce qui concerne l'hôpital, c'est un vaste sujet dont M. Lannelongue connaît bien les détails. Nous avons un médecin hospitalier qui est arrivé le 1er octobre, un autre qui doit arriver le 1er décembre, et qui, pour faire la liaison avec le sujet précédent, devrait travailler à temps partagé entre la maison médicale et l'hôpital. Ce qui est sans doute d'ailleurs à la source des difficultés que nous avons avec le départ des 2 médecins libéraux. Alors avant d'en venir vraiment aux médecins libéraux à l'installation, peut-être un mot sur la situation des hôpitaux, notamment dans la Nièvre, notamment à Château-Chinon. On a vu aussi des manifestations pour Decize. Est-ce que le rôle de ces hôpitaux doit être vraiment redéfini? C'est le travail que vous faites en ce moment, mais qui est parfois mal accepté ou mal compris.
Alors, c'est des hôpitaux qui sont dans un contexte difficile, particulièrement dans la Nièvre, en matière de démographie médicale. Parce que les questions de démographie médicale, elles ne se posent pas simplement sur la médecine de ville, elles se posent aussi à l'hôpital. Et c'est donc des hôpitaux qui sont fragilisés par le fait que c'est parfois pas facile de remplacer un médecin qui s'en va à la retraite. Par ailleurs, c'est des hôpitaux qui jouent un rôle essentiel, et notamment dans un contexte de vieillissement de la population, car ils sont un point majeur de contact avec le système de santé pour faire des diagnostics, pour orienter les patients dans le système hospitalier. Donc tout le défi qui nous est lancé, c'est d'arriver à concilier la proximité, maintenir une proximité et un accès proche pour les personnes, et en même temps garantir une forme de coopération, d'intégration entre les hôpitaux publics, de façon à garantir l'accès à de l'expertise, à des médecins spécialistes dans des bonnes conditions. Et pour nous, ça passe par de la coopération entre les hôpitaux, de l'intégration entre les hôpitaux. Et de la coopération avec aussi les maisons de santé, peut-être ? Bien sûr, c'est à la fois l'idée qu'on doit créer ce qu'on appelle, nous, des communautés hospitalières de territoire, qui vont regrouper plusieurs hôpitaux publics, et qui vont permettre de mieux organiser les filières de soins, de mieux organiser le recrutement. Et puis c'est aussi une autre forme de relation avec la médecine de ville. Et de ce point de vue-là, les maisons de santé sont un élément majeur pour faire ce décloisonnement, pour faire cette nouvelle mode de relation entre la médecine de ville et l'hôpital. Et c'est comme ça qu'on va s'en tirer. Si on reste avec des hôpitaux isolés, donc non attractifs, on n'aura pas de médecins et on n'arrivera pas à répondre aux besoins de la population. Donc c'est une période qui est effectivement très difficile, car le système hospitalier doit évoluer s'il veut répondre aux besoins. Un mot de... Oui, sauf qu'il faut faire attention. Lorsqu'on parle de ce sujet, il y a des salariés qui sont très inquiets. On a vu leur manifestation d'ailleurs. On parle de supprimer la cuisine, on parle de supprimer la blanchisserie. Il y a 27 000 heures supplémentaires qui n'ont pas été réglées. Et il faut faire très attention de ne pas traumatiser encore plus les salariés de cet hôpital. C'est sûr qu'il faut organiser l'évolution. On est à un moment où c'est pas possible d'avoir dans les différents hôpitaux de la Nièvre différents systèmes d'information, différents systèmes logistiques, différents systèmes de cuisine. Il faut mutualiser, organiser en commun. Pour des questions de coût ? Pour des questions de coût, mais aussi de qualité. Les systèmes d'information, ils sont en retard parce que chacun bricole dans son coin. Si les hôpitaux de la Nièvre sont réunis dans une communauté hospitalière de territoire de la Nièvre et ont un système d'information unifié, ça permettra de faciliter le travail des médecins, parce qu'on aura des dossiers patients qui circuleront, et puis ce sera un système de meilleure qualité par rapport à ce qu'on fait en bricolant dans des petits hôpitaux séparés. Mais c'est vrai, le maire a raison de le dire, ça doit se faire dans le cadre d'un dialogue social, avec un accompagnement très fort des agents, et voilà, sinon ce sera pas accepté, ce sera, je dirais, une impasse. Donc c'est une transformation nécessaire que la mutualisation, notamment des fonctions logistiques ou des systèmes d'information, mais ça doit se faire d'une manière effectivement dialoguée, organisée et puis dans la durée. Docteur Ferrin. Oui, c'est par rapport aux relations entre l'hôpital et le milieu ambulatoire. Donc, si la première maison de santé en France était en Bourgogne, les professionnels de santé de premier recours ont créé aussi les premiers groupements de professionnels de santé qui, justement, travaillent de façon rapprochée avec les hôpitaux de territoire pour fluidifier le parcours de santé de la personne, pour favoriser l'accès aux soins et aussi, de ce fait-là, pour favoriser la vie de l'hôpital de proximité pour que les patients et confiance puissent y accéder. Et la problématique du système d'information est une des problématiques sur lesquelles nous travaillons, sur les transmissions sécurisées des informations en amont, avant l'hôpital, à la sortie de l'hôpital. Et donc ces groupements de professionnels de santé qui sont surtout présents sur Beaune, un peu sur la Côte d'Or, mais aussi se déploient sur la Nièvre, sur Lyon aussi, permettent en fait une meilleure recours à l'hospitalisation, une meilleure sortie d'hospitalisation, éviter les réhospitalisations rapides. Donc tout ça, ça permet aussi d'améliorer à la fois le lien avec l'hôpital, la qualité de l'hospitalisation, la diminution des séjours, et de ce fait-là, ça rend l'hôpital aussi plus lisible et plus pratique pour l'usager local. On va continuer de parler de tout ça. Une petite parenthèse quand même sur l'origine du problème, parce qu'on a quand même quelques questions notamment là-dessus. Comment on explique finalement cette carence de médecins dans certaines zones notamment ?
Peut-être une question un peu politique là d'un internaute qui nous demande la désertification des services publics, des pompes à essence, de la culture, des infrastructures. Est-ce que ça n'entraîne pas forcément aussi une désertification médicale? Ça va dans la même logique, on va dire. On a un problème dans ce pays, c'est la mauvaise répartition finalement des médecins généralistes, puisqu'il y a suffisamment de médecins généralistes actuellement sur le territoire français pour les 64-65 millions de Français, puisqu'il y a 60 000 médecins généralistes. Le problème, c'est un problème de répartition entre des régions comme la région PACA, où il y a un médecin pour 300 patients, et à d'autres endroits, en milieu rural, où il y a un médecin généraliste pour 3000 patients. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, et notamment nous en tant qu'élus locaux, c'est-à-dire c'est pas dans nos compétences, la santé, c'est une compétence de l'État, mais nous avons en compétence la solidarité territoriale et surtout l'aménagement du territoire. Et c'est un service essentiel, l'offre de soins. Et donc c'est la raison pour laquelle on essaye de corriger ce déficit en mettant en place des mesures incitatives pour faire venir effectivement de nouveaux médecins en Saône-et-Loire par exemple, et notamment avec des maisons de santé, parce que le regroupement est essentiel pour attirer des jeunes médecins. Les médecins d'aujourd'hui ne sont pas les médecins d'hier, ils aspirent à une autre qualité de vie et c'est bien normal. Le docteur Serin rappelait déjà le nombre d'heures que fait un médecin de façon hebdomadaire, et donc il veut pouvoir être remplacé, donc il veut travailler avec d'autres collègues. Et donc nous, en Saône-et-Loire, on est alors le premier département, je parle sous le contrôle de M. Lannelongue, en termes de nombre de maisons de santé, puisque la Saône-et-Loire en a actuellement 21 sur les 39 que compte la Bourgogne. Et comme la région Bourgogne est celle qui est la mieux dotée en France, et donc on est le premier département en France, et on a encore une dizaine de projets en gestation. On voit bien aussi l'intérêt qu'y mettent aussi les médecins, la profession, parce qu'une maison de santé, ça se fait d'abord avec des médecins et des professionnels en place, mais aussi des infirmiers, infirmières, mais aussi d'autres professionnels de santé dans d'autres disciplines, et puis la volonté aussi des élus locaux de le faire pour mettre en place des projets immobiliers. Alors avant de vous donner la parole, docteur Serin, je voudrais compléter la question avec celle qui passe en ce moment sur notre antenne. Médouche, que font les politiques? Alors ça s'adresse peut-être aux politiques, mais aussi un peu à vous, Monsieur Lannelongue, pour revaloriser aussi la fonction de médecin généraliste. Il y a un manque d'enseignants maîtres de stage, la non-reconnaissance du métier. Est-ce que tout ça, ce sont des réalités Bon, c'est vrai que la médecine générale a été, on va dire, tardivement reconnue. Et c'est vrai que ça a été peut-être plus tardif que dans l'ensemble des autres pays comparables. Ça faisait très longtemps, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Allemagne et même aux États-Unis, qu'on avait pris conscience qu'au fond, le premier maillon du système de santé, le médecin généraliste, comme on dit chez nous, le médecin traitant, il est essentiel pour garantir une bonne orientation des patients dans le système de soins, pour garantir une prise en charge globale, cohérente, un accompagnement. Et donc, peut-être qu'en France, on avait une vision peut-être un peu plus, focalisée sur les spécialités autres que la médecine générale. Et donc, qui sont bien payées aussi, il faut le dire. Qui sont très bien payées. Et cette évolution, on la vit avec retard, mais on la vit vraiment maintenant. C'est-à-dire que si on regarde les choses sur 5 à 10 ans, alors les changements sont considérables. En termes de reconnaissance de la place de la médecine générale dans les études, il y a en Bourgogne aujourd'hui 28 maîtres de stage, il y a 100% aujourd'hui des étudiants de deuxième cycle qui font un stage en médecine générale, c'était 70% il y a encore un an. Il y a le fait qu'il y a la moitié des 200 internes, il y a 210 internes actuellement à la fac de Dijon, il y en a la moitié qui sont des internes en formation de médecine générale. Donc je crois que on rattrape peu à peu on va dire, retard. Mais je voudrais insister sur un point, c'est essentiel que ces jeunes professionnels en formation, ils soient mis le plus vite possible au contact des réalités professionnelles futures. Parce que la médecine générale, je parle sous contrôle du docteur Serin, c'est un très beau métier. Et quand on met les jeunes en situation de découvrir ce métier, mais généralement, ils ont une très forte adhésion. Parce que c'est un métier extrêmement épanouissant. Pour un médecin. Je vous interromps, mais c'est le premier engagement, je crois, du pacte territoire santé, de mettre tous les étudiants en stage en médecine générale. Et ça, alors on voit que dans certaines régions, ça commence à se faire avec 100% des étudiants qui le font. Nous, on en est à combien? On est à 100%, mais c'est vrai aussi qu'il faut qu'on arrive maintenant à diversifier ces lieux de stage. C'est-à-dire qu'on est à 100%, mais avec des stages qui sont encore un peu trop concentrés autour de Dijon, pour dire clairement les choses.
Docteur Serin, sur ce sujet? C'était un sujet très vaste. Historiquement, donc le système de santé actuel, dont on est très fier, a été essentiellement basé sur l'hôpital. C'est l'occasion de rappeler qu'on a à peu près 40% de lits d'hôpitaux en plus que les autres pays occidentaux, ce qui a un impact sur les économies de santé non négligeable et sur le recours au système de santé aussi très particulier des Français. Ensuite, beaucoup de formation de spécialistes, reconnaissance des spécialistes et la reconnaissance de la médecine générale très tardive. Donc effectivement avec peu de moyens. Et on peut dire aussi que les autorités n'ont pas accompagné le changement, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, peu de médecins ont un temps de secrétariat. Il n'y a pas eu d'accompagnement sur l'évolution des nouvelles technologies, sur l'outil informatique. On a laissé créer tout un tas de logiciels différents, si bien qu'il y a une dispersion. Et puis l'autre élément, c'est que, comme dit Monsieur Lannelongue, la formation initiale des étudiants se fait très proche de la faculté. Et donc pour des territoires comme la Nièvre, on se sent vraiment très en marge de Dijon. Et un des défis, et ce à quoi nous réfléchissons, c'est d'essayer d'améliorer la formation au plus proche des territoires, c'est-à-dire essayer de développer une vraie vie entre les internes qui sont à l'hôpital de Nevers, entre les internes qui sont en stage dans les territoires. Vous avez mis en place, vous, un internat, c'est ça? Nous avons créé un internat rural de manière à ce que les internes qui découvrent le bonheur de la médecine générale, comme dit Monsieur Lannelongue, c'est assez épanouissant de voir la diversité de notre activité, qui va de la conception de la vie jusqu'aux soins palliatifs, jusqu'à la mort. C'est aussi tout un tas de gestes techniques. C'est la reconnaissance de nos patients qui nous renvoie à cette confiance, ces arbres généalogiques entiers que l'on soigne, de l'arrière-grand-mère jusqu'au petit enfant, arrière-petit enfant qui est avec tous les aléas de la vie. Et puis le soir, il se retrouvait tout seul à la maison de santé. Et donc là, l'émotion était plutôt négative, même si on les implique dans la vie culturelle du village, parce que nos villages, notre campagne, elle se débat justement contre ces problèmes de désertification. Donc il se passe plein de choses. Donc c'est à nous de le faire découvrir. Et là, avec l'internat, on accueille 2 internes et 2 externes, donc à cheval sur deux maisons de santé. À Saint-Amand-en-Puisé, je précise. Donc c'est à Saint-Amand-en-Puisé, un logement qui est mis à disposition par la commune de Saint-Amand. Et nous accueillons aussi des étudiants de la maison de santé de Saint-Sauveur, qui est de l'autre côté de la frontière, à 13 km, à 17 km. Et du coup, il y a une vraie dynamique qui se crée entre les jeunes, et les remplaçants qui viennent nous remplacer rencontrent ces jeunes. Donc il y a une vraie dynamique collective, et on commence à voir émerger justement sur le territoire des jeunes qui ont envie de s'installer parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas isolés. Et le rôle des groupements de professionnels de santé ou des pôles de santé territoriaux, comme le rappelle l'Agence régionale de santé de Bourgogne dans son référentiel de l'exercice coordonné, il y a aussi une dynamique de vie et de rencontres qui fait qu'on crée des groupes de pairs, on fait des formations interprofessionnelles sur nos territoires, si bien que les jeunes auront un peu moins peur de s'installer parce qu'il y a les maisons de santé, il y a pour ceux qui exercent de façon isolée, ils peuvent rencontrer les médecins en maison de santé, et puis les groupes de pairs qui permettent aussi de lutter contre l'isolement, et les formations interprofessionnelles qui permettent justement de développer ce auquel je voulais dire initialement, c'est qu'on est confronté à un changement du système de santé. Avant, on allait voir le docteur pour pas mourir. Maintenant, on est confronté à des maladies chroniques. Même le cancer devient une maladie chronique. Donc, il faut faire face à ces maladies chroniques, à la polypathologie. Et donc là, c'est très difficile pour un professionnel isolé d'accompagner ces personnes. Et l'autre élément, c'est qu'on se recentre aussi sur le patient, avec la loi sur le patient, qu'on met au cœur du système de santé. Et ça, c'est vraiment le cœur de métier des maisons de santé, des groupements de professionnels de santé. C'est essayer de donner au patient toute son autonomie, son envie de participer à la prise en charge. Alors, comme le dit un de nos téléspectateurs, la désertification médicale touche aussi les villes, parfois. D'ailleurs, on voit des maisons de santé en ville, notamment. Mais pour rebondir sur ce que disait le médecin, M. Douceau, ça ne suffit pas finalement, une maison de santé, parce que vous en avez une à Château-Chinon. Ça dépend comment elles sont conçues. Les maisons de santé, notamment celle de Château-Chinon, il y a eu une mutualisation à minima, c'est-à-dire uniquement pour le ménage, l'électricité, etc. Or, je voudrais rebondir sorte de colocation, quoi. En avril 2013 avait été signé un contrat territorial, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens qui prévoyait justement que les médecins de Château-Chinon puissent former des jeunes médecins ou des remplaçants. Un studio avait même été prévu, qui n'a pas été construit, mais qui est pour aller dans le même sens que vous venez de dire. Et à mon sens, il faut que ça peut pas être uniquement un accueil immobilier. Et c'est
peut-être ça qui a fait défaut à Château-Chinon, car ça n'est uniquement que cela. Alors, je dois dire qu'il y a des paramédicaux qui sont dans cette maison de santé, qui, eux, travaillent très très bien. Un orthophoniste a été recruté, un kiné a été recruté. Donc, eux, ils ont fait l'engagement qui était dans ce contrat. Je n'ai pas conscience que les médecins aient fait le même travail. Monsieur Lanlong, ça demande une réponse peut-être. Il devait y avoir un... Alors moi, je peux partager ce que vient de dire le maire. Ça a été pour nous une surprise, et je le dis franchement, une forte déception de voir cette maison de santé où il y avait 4 médecins début 2013, voir les médecins disparaître, et finalement, si on ne fait rien, au 1er janvier 2015, il y en aura 0. Et ça a été une forte déception parce que je partage ce qu'a dit le président Chintron ou le docteur Serin, c'est-à-dire que l'exercice en équipe, le travail en équipe, c'est ça qui est à la fois attractif pour les jeunes professionnels, et c'est ce qui est aussi, on va dire, une condition pour l'amélioration de la prise en charge des patients. C'est-à-dire qu'on soigne mieux, parce qu'on travaille bien en équipe. Donc, je suis effectivement surpris de voir qu'à Château-Chinon, on n'a pas réussi à faire prendre la mayonnaise, comme on dit. C'est normal que ce soit pas le premier jour qu'on travaille bien ensemble. Une maison de santé, c'est des habitudes qui vont se créer peu à peu. Et de mon point de vue, c'était pas anormal qu'au début, ce soit, comme l'a dit le maire, un rassemblement un peu immobilier, de copropriétaires, on va dire, ou de colocataires. Mais ce qui est effectivement décevant, c'est que ça n'a pas évolué favorablement dans le sens de la mise en œuvre d'un projet de santé. Bon, les causes sont diverses, variées. Ce qu'il faut, c'est qu'aujourd'hui, on en sorte. Et je pense qu'aujourd'hui, on est un peu à la croisée des chemins. Il y a des solutions transitoires qu'on va essayer de construire avec le maire, le président de la communauté de communes, mais c'est la même personne qui est en face de moi. Mais il y a surtout à réfléchir sur le moyen terme, c'est-à-dire à échéance de 6 mois, 1 an. Est-ce qu'on a la possibilité à Château-Chinon de faire venir des jeunes médecins, maintenant qu'il n'y a plus rien, ou est-ce qu'il faut créer un centre de santé avec de la médecine salariée qui est finalement moins exigeant pour les jeunes professionnels que c'est ce qu'on nous demandait aussi sur Internet à l'instant. Écoutez, voilà, le choix pour moi, c'est... moi, je suis favorable à l'installation libérale, et toute la politique de l'agence, c'est de promouvoir des maisons de santé où l'exercice est un exercice libéral. Mais dans les cas où on n'a plus le minimum de présence médicale, pour créer un cadre attractif pour les jeunes... On l'a vu au nord de Lyon, à Doma. Absolument, mais c'est la même situation. Dans des endroits comme Doma, où on n'a plus de médecins, là, c'est impossible d'attirer des jeunes parce qu'on ne peut pas créer ce qu'a dit le docteur Serin, c'est-à-dire l'esprit d'équipe. Et dans ces endroits-là, et seulement dans ces endroits-là, par exception, on peut envisager, étudier le recours à un centre de santé avec des médecins salariés, comme à Doma. Qui sont salariés par la commune. Mais ça doit être à l'initiative de l'ARS et des professionnels de santé. Ça ne peut pas être mis à la charge des collectivités. Je ne crois pas, personnellement. Alors, c'est effectivement un partenariat. Le président Chintron a dit tout à l'heure que les progrès... c'est d'abord la capacité de travail en commun des élus, des professionnels, de l'ARS et de l'assurance maladie. Donc les progrès, c'est d'abord le fait que tous les acteurs travaillent d'une manière cohérente. Rapidement. Intervenir quand même, oui, je suis un peu confus, mais d'abord je rappelle 57 heures en moyenne de temps de travail hebdomadaire. Donc pour transformer ça en salariés, voilà le nombre de médecins qu'il faudrait pour remplacer des médecins libéraux par rapport à ça. Ce que je ferais bien comme proposition, c'est peut-être aussi vu le partenariat que nous avons entre la fédération, l'ARS et les élus, c'est pourquoi pas de faire un laboratoire de Château-Chinon pour essayer aussi de moderniser, d'avoir une réactivité par rapport à cette problématique. Parce que dans la loi, il y avait l'article 51 qui permettait de faire des expérimentations pour justement aider dans les territoires difficiles où les médecins étaient isolés, de nouvelles fonctions pour d'autres professionnels de santé, pour les soulager, etc. Mais il n'y a jamais eu de moyens qui ont été mis en place derrière. Et l'autre élément sur lequel je voulais revenir, c'est que une maison de santé, voilà, les équipes, elles sont toutes à des niveaux différents et il faut savoir les accompagner, leur donner des moyens. Et là, je pense que vu l'urgence, la nécessité, peut-être qu'on pourrait essayer
travailler sur des moyens supplémentaires, de manière que ce soit du salariat ou du libéral, mais essayer de faire un laboratoire, parce que je pense que ce qui arrive à Château-Chinon, ça va arriver, ou c'est déjà arrivé à d'autres endroits, et essayer de voir comment on pourrait innover pour que le temps médical soit vraiment du temps médical et non pas du temps administratif, et peut-être trouver des assistantes aux médecins qui lui feraient gagner du temps sur son temps de consultation, moderniser l'exercice, et là je pense qu'on attirera des jeunes. Christophe Langlong, alors vous cherchez à les attirer, les jeunes. Alors, il y a un plan national quand même qui a été mis en place notamment par Marisol Touraine avec des contrats d'engagement de service public, par exemple, pour attirer les jeunes là dans des zones où sur les zones les plus déficitaires. Voilà. Et vous, en plus nous, on ne fait pas de distinction entre les zones déficitaires et celles qui sont plus déficitaires. Toutes les zones sont déficitaires. Et même les villes et les villes moyennes aujourd'hui souffrent du manque de généralistes. Donc, mais ça a été dit tout à l'heure, il faut faire découvrir la médecine générale, et notamment la médecine générale, pas forcément que autour de Dijon. Je m'explique. Aujourd'hui, les jeunes qui sont étudiants, bien évidemment, quand ils cherchent un lieu de stage, ils le cherchent là, autour de la fac de Dijon, parce qu'ils habitent à Dijon pour leurs études. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire en Saône-et-Loire, la conséquence de cela, c'est que la moitié des nouveaux médecins qui s'installent en Bourgogne s'installent en Côte d'Or autour de Dijon. Donc pour parce qu'ils commencent à faire leur vie à Dijon, quelque part. Et pour contrecarrer cela, eh bien, nous essayons d'attirer ces étudiants en gommant les difficultés et de logement et de transport, c'est-à-dire en les aidant à leur hébergement financièrement. Financièrement, déjà pour les stagiaires, à la fois à l'hébergement et au transport. Deuxième chose, effectivement, vous avez parlé des bourses. S'agissant des futurs médecins qui ont choisi médecine générale en spécialité, puisque c'est une spécialité, c'est ça la revalorisation aussi de cette fonction, eh bien, pendant leurs 3 dernières années, on leur propose de passer un contrat avec nous et on leur finance leurs 3 dernières années d'études à hauteur de 1 000 € par mois. Et en contrepartie, ils s'engagent à la fin de leurs études à venir s'installer en Saône-et-Loire. S'ils ne le font pas, ils remboursent. Et là, pour l'instant, on a déjà signé 6 bourses jeunes médecins. On fait également des chèques installation, c'est-à-dire, alors là, c'est pas forcément des jeunes médecins, c'est des médecins. Ça peut être d'ailleurs des médecins sur une seconde vie. Vous avez des médecins qui ont travaillé dans l'industrie pharmaceutique, notamment. Dernièrement, j'en ai rencontré un, et qui est d'ailleurs à l'étranger, et qui est revenu. Il a dit, moi, j'ai envie de finir ma carrière en tant que médecin généraliste. C'était mon premier métier. J'ai trouvé ça formidable, et puis j'ai plus envie de l'industrie, etc. Donc je veux revenir. Il a 60 ans, il va venir exercer 5 ans en Saône-et-Loire. Eh bien, très bien, on l'aide à s'installer en Saône-et-Loire, notamment pour payer une petite partie, un petit chèque installation de 5 000 € pour son matériel. On vient d'ailleurs de renforcer le dispositif en direction des ophtalmologistes, parce que ça c'est un vrai, il en manque énormément. Vous savez que pour avoir un rendez-vous, il faut beaucoup de temps. Donc là, on double l'aide du Conseil général. Mais voilà, ce qui est important, c'est de leur faire découvrir l'exercice et ce très beau département. On a beaucoup parlé de Château-Chinon, c'est magnifique. Mais il faut parler de la Saône-et-Loire, ce très beau département. Et on va mettre en place, et on a mis en place également en termes de communication, des box découvertes. Allez, pour leur faire découvrir le département. Eh ben, ils doivent être contents, les jeunes médecins. On va continuer à parler de tout ça, mais là, on va s'interrompre quelques minutes parce qu'il est midi pour prendre connaissance de l'actualité. C'est avec Emmanuel Pinsonneau. À tout de suite.